L'histoire débute dans les années 1980, lorsqu'un hélicoptère de la marine américaine atterrit sur la base aéronavale de Pearl Harbor. Il vient chercher Warren Lasky, un analyste de système travaillant pour un grand fabricant d'armes, Tiedemann Industries. De là, Lasky est transporté à bord de l'USS Nimitz, l'un des plus grands porte-avions des États-Unis. Peu après, Lasky monte à bord de l'USS Nimitz, qui effectue des exercices navals dans le centre de l'océan Pacifique. Dans la salle de contrôle, le capitaine du navire, Matthew Yelland, supervise les vols d'entraînement des avions de chasse que le navire transporte. Lors de cette séance d'entraînement, le navire transporte plusieurs F-14 Atonka, des chasseurs supersoniques tout temps. Le navire transporte également quelques AE-7 Corsair, des chasseurs bombardiers subsoniques, ainsi que d'autres avions et hélicoptères. Le capitaine Yelland observe l'atterrissage en douceur de 2 F-14 Tonka sur la piste du navire. Bientôt, Warren Lasky le rejoint dans la salle de contrôle et tous deux se présentent officiellement. Leur conversation révèle que Richard Tiedemann a en fait retardé le départ de l'USS Nimitz de 2 jours pour des raisons inconnues. Il est perplexe lorsque les conditions météorologiques se dégradent soudainement, le ciel bleu lumineux est remplacé par des nuages rugissants et de la pluie. Pendant ce temps, le caporal du navire escorte Lasky jusqu'au cockpit du navigateur. Cette pièce, petite mais fonctionnelle, est adjacente à une autre cabine où réside le commandant de l'escadre aérienne du navire, Dick Owens. Seul, Lasky explore les 2 cabines et découvre sur une table un manuscrit de la Seconde Guerre mondiale. Son enquête est interrompue par l'entrée du commandant Owens, propriétaire de la cabine et auteur du manuscrit. L'une des équipes du sonar du navire remarque une tempête importante et inhabituelle qui s'approche du Nimitz, alors que les rapports précédents faisaient état d'un temps clair. Pendant ce temps, le commandant Dick Owens arrive lui aussi à son poste. Comme tout le monde, il est déconcerté par le changement soudain de la météo. Mais il est d'autant plus inquiet que l'un des AE-7 Corsair est piloté par un novice. Au moment où l'équipage dégage la piste pour se préparer à un atterrissage potentiellement dangereux, un mystérieux vortex s'approche du Nimitz. Le commandant Owens observe avec horreur les nuages brillants et tourbillonnants qui commencent à ouvrir une sorte de portail juste devant le navire. Un bruit aigu et à haute fréquence pénètre l'éther, mettant tout le monde à genoux, en proie à la douleur. L'étrange phénomène fait également griller plusieurs appareils électroniques tandis que le vaisseau continue de naviguer à travers le singulier portail électromagnétique. Par un étrange retournement de situation, la tempête se termine aussi brusquement qu'elle a commencé et le vaisseau en sort pratiquement indemne. L'équipage retrouve rapidement son calme et le capitaine Yelland déclare l'état d'urgence. Tous les membres de l'équipage ferment les portes du centre de commandement du navire et prennent leur position. Soudain, l'AE-7 Corsair piloté par le pilote débutant est repéré à proximité. L'équipage le regarde nerveusement s'approcher de la piste d'atterrissage. Heureusement, le bombardier se pose avec succès, avec un léger accident, et le pilote est transporté à l'hôpital. Par la suite, Yelland demande des rapports à toutes les stations et le vaisseau semble en parfait état. Cependant, les militaires se rendent rapidement compte que leurs radars et d'autres équipements sont en panne. Dans la scène suivante, Yelland ordonne au commandant Owens d'envoyer des hélicoptères et des avions de reconnaissance vers la base. Il réunit ensuite les commandants de toutes les unités pour une réunion d'urgence. Au cours de cette réunion, il demande à tous les chefs d'unité de se préparer à un scénario de guerre. Le navire tente d'établir le contact avec toutes les bases possibles, y compris la Maison Blanche, mais sans succès. Cependant, les avions de reconnaissance qui se sont rendus à Pearl Harbor ont signalé que tout était normal et qu'il n'y avait aucun signe d'attaque nucléaire. À ce moment-là, l'opérateur radio du navire reçoit d'étranges transmissions en provenance d'Hawaï, elles ressemblent à des radios classiques de l'époque d'avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui laisse tout le monde perplexe. Peu après, l'opérateur radar du navire signale la présence d'un petit engin à plusieurs centaines de kilomètres du Nimitz. Le capitaine envoie 2 avions F-14 à enquêter dans la zone. La scène se déplace sur le petit bateau, qui se trouve être le yacht personnel du populaire sénateur Samuel Chapman. Il est actuellement en croisière, écoutant une émission de radio et discutant de politique avec son ami Arthur. La secrétaire du sénateur, Laurel Scott, et son chien Charlie sont également à bord. Bientôt, le chien excité se précipite sur le pont et aboie en regardant le ciel. Les 2 chasseurs F-14 le survolent à une vitesse fulgurante. Incapable de comprendre la vitesse des jets, le sénateur ordonne à Laurel de demander une enquête à leur retour au bureau. Les pilotes signalent au capitaine qu'ils ont repéré un vieux yacht civil, bien conservé, battant pavillon américain. Yelland leur ordonne de poursuivre leur observation et leur envoie un avion de ravitaillement.
D'autre part, Lasky exprime une opinion très particulière, il suppose que tout ce qui se passe fait peut-être partie d'un exercice naval secret dont l'équipage de l'USS Nimitz n'a pas été informé à l'avance. Thurman et le capitaine trouvent cette idée crédible et demandent à Lasky s'il est au courant, puisqu'il travaille pour le ministère américain de la Défense. Lasky répond qu'il est aussi dans l'ignorance que. À ce moment-là, un jeune membre de l'équipage appelle d'urgence le capitaine dans la salle de radio. Yelland et Thurman se rendent dans la salle et découvrent qu'une autre transmission radio étrange est diffusée. Cette fois, il s'agit d'un reportage sur l'attaque imminente de l'URSS par l'Allemagne. Pour ajouter à leur perplexité, des photos de la base de Pearl Harbor prises par l'avion de reconnaissance. Ces photos incitent Yelland à appeler Lasky pour obtenir de plus amples informations. L'expert en efficacité observe avec stupéfaction les photos montrant la base de Pearl Harbor avant son attaque en 1941. Lasky demande immédiatement au capitaine de convoquer le commandant du navire, Richard Owens, également expert en histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il compare les clichés avec des photos du Smithsonian Museum en sa possession. C'est exactement la même flotte qui a été coulée par l'armée de l'air impériale japonaise il y a près de 40 ans. Pendant ce temps, les F-14 Tonka envoyés pour surveiller le yacht sont informés d'une autre paire de contacts radars. Après s'être ravitaillés en vol, ils détectent deux chasseurs japonais Mitsubishi A6M0, communément appelés « 0 ». Les pilotes américains informent immédiatement le capitaine, qui leur ordonne de continuer à surveiller la trajectoire des avions japonais. Plus tard, Yelland, ainsi que les commandants Owens et Thurman et Lasky, tentent de comprendre l'étrange phénomène qui se déroule devant eux. Ils pensent que quelqu'un, pour une raison ou une autre, veut leur faire croire qu'ils sont de retour en 1941. Thurman accuse les Russes d'être responsables des événements, tandis que Lasky propose une idée plus radicale. L'expert en efficacité estime qu'il est possible qu'ils aient été inexplicablement transportés dans le temps, il y a 40 ans. Cependant, les militaires rejettent cette idée comme étant invraisemblable. Pendant ce temps, des chasseurs zéro ennemis s'approchent du yacht du sénateur. Les passagers à bord observent la scène avec curiosité, jusqu'à ce qu'ils remarquent le drapeau japonais sur les avions. Soudain, les zéros ouvrent le feu sur le yacht, blessant grièvement Arthur, un ami du sénateur Chapman. Stupéfaits, les pilotes de F-14 signalent l'attaque au capitaine du Nimitz. Il s'agit d'un geste sans précédent, étant donné que le Japon était un allié important des États-Unis dans les années 1980. Owens, qui semble soutenir la théorie du voyage dans le temps, suggère que les Japonais cherchent à éliminer tous les objets équipés de radio qui pourraient avertir Pearl Harbor d'un danger imminent. Pour vérifier cette hypothèse, Yelland charge le commandant Owens de localiser avec précision l'emplacement des forces japonaises en 1941. Pendant ce temps, le sénateur Chapman et sa secrétaire Laurel assistent, horrifiés, au retour des chasseurs japonais sur leur yacht. Heureusement, ils parviennent à s'échapper en sautant par-dessus bord avec leur chien Charlie, alors que les avions Zéro détruisent complètement le yacht. Après avoir complètement paralysé leur cible, les Japonais effectuent un nouveau passage et ouvrent à nouveau le feu. Les pilotes tirent également sur les survivants dans l'eau, tuant le membre d'équipage. Sur l'insistance de Dan Thurman, le capitaine ordonne aux pilotes de F-14 d'effectuer une course supersonique au-dessus des Zéros afin de les effrayer. Au lieu de cela, les Zéros ouvrent le feu sur les Tonka, surprenant tout le monde à bord. Lorsque le radar montre que les Zéros se dirigent vers le Nimitz, Yelland ordonne aux pilotes américains d'ouvrir le feu. Dans le combat qui s'ensuit, les deux Zéros sont facilement abattus, un pilote utilise les canons de son avion tandis que l'autre tire un missile. Les deux pilotes rapportent au capitaine que deux civils du yacht et un pilote japonais ont survécu à l'accrochage. Pendant ce temps, le radar de l'avion E-2 détecte 456 objets sur la flotte japonaise qui semblent tous se diriger vers le sud-ouest. Or, c'est dans cette direction que se trouve la base navale américaine de Pearl Harbor. Alarmé par cette découverte, le capitaine charge le commandant Owens de réunir une équipe de secours et d'assurer l'isolement des survivants du yacht. Ailleurs, le sénateur, Laurel et leurs chiens sont hissés hors de l'eau sur le pont de l'hélicoptère de sauvetage. Chapman regarde avec étonnement l'intérieur de l'hélicoptère, curieux de connaître l'origine de leur sauveteur. Owens l'informe sur le Nimitz et lorsqu'il réalise qu'il a devant lui le sénateur Chapman des années 1940, il reste sans voix. Plus tard, l'équipe de sauvetage récupère également le japonais survivant avant de retourner au porte-avions. De retour sur le Nimitz, le capitaine Yelland examine les affaires du japonais et fait traduire son carnet de notes. Pendant ce temps, le E-2 continue de surveiller les mouvements de l'ennemi et confirme qu'une flotte japonaise importante se dirige vers Pearl Harbor. Chapman, furieux d'être retenu contre son gré,
est identifié par le commandant Owens. Il détermine que la tempête qui a englouti le Nimitz quelques heures plus tôt a déplacé le porte-avions à temps et l'a déposé dans l'océan Pacifique le 6 décembre 1941, un jour avant l'attaque sournoise des Japonais sur Pearl Harbor. Owens raconte également l'histoire de Chapman. Peu avant l'attaque japonaise, Chapman et son ami Arthur Scott ont tous deux été portés disparus en mer dans des circonstances non élucidées. Chapman lui-même était considéré comme un candidat sérieux pour battre Franklin Roosevelt à la présidence des États-Unis. En interférant avec l'attaque du yacht de Chapman, la présence du Nimitz a modifié l'histoire et la survie de Chapman pourrait gravement perturber le continuum espace-temps. Une autre question se pose au capitaine, le Nimitz devrait-il engager la flotte et l'aviation japonaise et empêcher l'attaque de Pearl Harbor? Thurman en est persuadé, tandis que Lasky est partagé par cette idée, déclarant que ce genre d'interférence dans l'histoire pourrait avoir des conséquences très graves. Pendant ce temps, le prisonnier japonais discute avec le lieutenant Kajima, un membre de l'équipage du Nimitz qui parle japonais, et demande à avoir accès à une radio pour contacter ses supérieurs. À un moment donné, le Golden Retriever de Chapman s'échappe de la pièce où son maître est détenu et court dans la pièce où se trouve le pilote japonais. Le pilote parvient à désarmer un garde marin et à s'emparer de son fusil, ouvrant le feu et tuant plusieurs membres de l'équipage. Il répète ses exigences à travers le traducteur et retient plusieurs personnes en otage, dont Owens et Lasky. Yelland ordonne à Owens de dire aux pilotes qu'ils viennent du futur, en invoquant sa connaissance des noms des navires de la flotte impériale japonaise qui se trouvent à proximité. Le pilote est temporairement bouleversé par la nouvelle et est distrait suffisamment longtemps pour que les marines interviennent et le tuent. Par mesure de sécurité et afin de déterminer la meilleure méthode pour rétablir le continuum espace-temps, Chapman et Scott sont laissés sur une île déserte pendant que l'attaque a lieu. Un hélicoptère les emmène avec Owens sur l'île. Scott et Owens sautent tous deux sur le sable, mais Chapman s'empare d'une fusée éclairante et exige d'être ramené à Hawaï. Un membre de l'équipage tente de s'emparer du pistolet, qui explose, provoquant l'explosion de l'hélicoptère et tuant Chapman et l'équipage. Owens et Scott restent bloqués. De retour à bord du Nimitz, Yelland s'adresse à son équipage et lui dit qu'il attaquera l'armée de l'air japonaise lorsqu'elle attaquera Pearl Harbor. Cependant, immédiatement après le lancement de la phalange d'attaque du Nimitz, le même type de tempête qui avait repoussé le Nimitz dans le temps se reproduit. Yelland fait avorter la contre-attaque et le navire est à nouveau consommé et livré à l'endroit et à l'heure où il avait été déplacé à l'origine. L'armada aérienne sort intacte de la tempête et ses avions atterrissent en toute sécurité sur le porte-avions. Le Nimitz retourne à Pearl Harbor et Lasky est accueilli sur le quai. La porte d'une limousine voisine s'ouvre et le chien de Scott, qui était encore à bord du Nimitz lorsqu'il a été renvoyé dans le futur, court tout excité vers la limousine et saute à l'intérieur. Lasky monte dans la limousine et voit Laurel Scott et le commandant Owens, tous deux âgés de près de 40 ans. Owens dit à Lasky qu'ils ont « beaucoup de choses à se dire ».